Salut les sportifs, nouvelle vidéo sur nos limites triathlon. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler performance et on va voir comment devenir plus performant à vélo, presque sans rouler. Vous pensez qu'il faut passer plus de temps sur le vélo pour progresser, mais en tant qu'amateur, on a tous une vie professionnelle et une vie familiale qui ne nous permet pas d'augmenter indéfiniment notre volume d'entraînement. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser l'impact de votre entraînement sans passer plus de temps sur la selle. Plus précisément, je vais vous montrer comment concrètement, en seulement 4 semaines, j'ai explosé mes records à vélo à l'entraînement alors que j'ai divisé par 2 mon temps passé sur la selle et ces progrès, ils m'ont permis d'obtenir des résultats totalement incroyables en triathlon avec une pluie de podium sur la fin de saison et surtout un titre de champion de France de cross triathlon et tout ça en ne passant que 3 à 4 heures par semaine sur le vélo. Et tout ça en ne passant que 3 à 4 heures par semaine sur le vélo. Et oui, la performance, elle résulte pas seulement du volume d'entraînement, mais de tout ce qu'on va mettre en place autour de l'entraînement qui va permettre d'optimiser l'impact du temps qu'on passe sur le vélo. Il s'agit de construire une approche globale de la performance. Alors, si vous aussi vous voulez changer de braquet en ayant une vision globale de la performance, écoutez bien ce qui va suivre sur nos limites triathlon. Let's go! La vidéo, elle est divisée en 3 parties. Dans la première, je vais vous présenter les 3 piliers d'une approche globale de la performance que j'ai modifiée dans mon entraînement. Dans la seconde partie, je vais vous montrer l'impact concret de ces changements sur mon corps avec le suivi de ma composition corporelle. Et enfin, dans la troisième partie, je vais vous montrer l'impact réel de ces changements sur mes performances, que ce soit à l'entraînement, mais également en compétition sur la fin de saison. Allez, c'est parti sur nos limites triathlon. Let's go! Dans cette première partie, on va aborder le concept d'une approche globale de la performance et je vais vous montrer ce que moi j'ai mis en place dans mon entraînement. Concrètement, une approche globale de la performance, ça va dépasser l'entraînement dans les activités spécifiques, donc ici dans le vélo, et ça va englober tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre autour de l'entraînement pour optimiser l'impact de cet entraînement. En gros, ça va englober la nutrition, la récupération, le sommeil, le renforcement musculaire, la musculation ciblée, le travail de souplesse, de mobilité articulaire, mais aussi l'explosivité, aussi bien que la gestion du stress au quotidien ou tous les aspects psychologiques de la performance, tels que la préparation mentale. Bref, ça fait beaucoup de leviers qu'on peut chercher à optimiser. On ne peut pas tout faire en même temps, surtout quand on est amateur. Et dans mon cas, dans mon entraînement, moi, j'ai priorisé 3 de ces leviers qui sont la nutrition, le renforcement musculaire et le développement de la mobilité articulaire. Donc, dans la suite de cette partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ciblé chacun de ces leviers et comment je m'y suis pris pour les modifier. Le premier levier que j'ai cherché à optimiser, c'est la nutrition. La nutrition, pourquoi? Simplement parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la performance pour 3 raisons principales. La première, c'est que la nutrition, elle joue un rôle, de carburant. C'est celle qui fait fonctionner le moteur, c'est celle dont on a besoin au quotidien pour avoir l'énergie nécessaire pour fonctionner et donc pour faire nos entraînements. La deuxième raison, c'est que quand on s'entraîne, on va créer un stress au niveau cardio-respiratoire, musculaire, articulaire, voire tendineux et ce stress va provoquer dans le corps des phénomènes d'adaptation pour permettre à chacun de ces éléments de se renforcer et de devenir plus fort, donc de nous permettre d'être plus performants. Mais pour que ces mécanismes se mettent en place, il va falloir que l'alimentation nous permette d'apporter les macros, micronutriments, mais également toutes les vitamines dont le corps a besoin pour permettre justement ces phénomènes d'adaptation. Et enfin, la troisième raison pour laquelle la nutrition est essentielle à la performance, c'est simplement qu'au travers le contrôle de l'alimentation, on va pouvoir contrôler le rapport poids-puissance. Et le rapport poids-puissance est un élément clé de la performance. Donc, dans le cadre de ce projet, je me suis fait accompagner par une naturopathe micronutritionniste et je vous invite également à vous entourer de professionnels qui pourront clairement vous éviter de faire des erreurs et des erreurs qui peuvent être relativement dramatiques sur la performance si on vient à manquer d'énergie ou pire si on crée des carences qui vont tôt ou tard provoquer des blessures. Donc concrètement dans mon cas, ce que j'ai mis en place, l'objectif était de perdre de la masse grasse sans perdre de masse musculaire. Donc pour perdre de la masse grasse, il faut créer un déficit calorique. Donc ensemble, on a estimé que ma pratique correspondait à une dépense énergétique d'environ 3000 calories par jour. J'ai visé un apport calorique de l'ordre de 2300 calories. Et ce déficit calorique va correspondre à une perte de masse grasse de l'ordre de 1 kg tous les 7 à 10 jours. Mais pour conserver la puissance, il faut conserver sa masse musculaire, donc avoir un apport de protéines qui soit suffisant par rapport à son poids et à l'activité physique. Et concrètement, dans mon cas, on a estimé que l'apport était de l'ordre de 1,5 g de protéines par jour par kilo de poids de corps. Donc concrètement, dans mon cas, ça veut dire qu'il fallait que mon alimentation apporte entre 100 et 120 grammes de protéines par jour. La deuxième recommandation que m'a fait cette micronutritionniste, c'est autour des lipides, de finalement ne pas descendre en dessous de 1 gramme de lipides par kilo par jour. Donc dans mon cas, j'ai visé un apport de l'ordre de 70-80 grammes de lipides par jour. Ça, c'est ce qui concerne les macronutriments. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à la qualité de ce qu'on mange, pour ce qui est des lipides, il est préconisé d'avoir un apport équilibré entre oméga 3, oméga 6. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ce que c'est, mais en gros, c'est deux types de lipides différents. Et enfin, le dernier point, c'est que pour optimiser le fonctionnement, intestinal, il faut que l'alimentation apporte une certaine quantité de fibres au quotidien
Et donc pour moi, l'objectif a été de viser entre 30 et 40 grammes de fibres au quotidien, qu'on va retrouver dans les céréales, mais aussi dans les fruits, dans les légumes, et les légumineuses. Donc tout ça, c'est pour ce qui a été des recommandations. Maintenant, comment j'ai fait pour mettre ça en place et pour déterminer au quotidien mon apport calorique, mon apport en protéines, mon apport en lipides, mon apport en fibres, pour déterminer si j'étais sur la bonne voie ou pas. C'est assez fastidieux, si on lit les étiquettes et qu'on essaie de combiner tout ça, c'est possible, mais c'est un peu une usine à gaz. Mais il existe des applications qui permettent de faire ça à notre place. On va juste choisir l'aliment qu'on mange, le poids qu'on en consomme, et ces applications connaissent maintenant la composition nutritionnelle de chaque aliment et donc peuvent calculer pour chaque plat, pour chaque aliment, pour chaque menu, la quantité de macro, micronutriments, la quantité de fibres que l'on va ingérer au quotidien. Donc concrètement, j'ai utilisé une de ces applications. Je ne vais pas donner le nom parce que c'est pas du tout le lieu de faire de la pub, c'est pas du tout mon objectif. Par contre, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc pour chaque plat, pour chaque repas, j'ai rentré toutes ces valeurs, les poids de chaque aliment que j'ai rentré. Alors clairement, c'est très fastidieux, ça demande beaucoup de temps et puis de rigueur de rentrer toutes ces données dans les applications. Mais clairement, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant pour 2 dimensions. D'une part, ça permet de vraiment connaître, ce que nous apporte chaque aliment et donc de se faire un apprentissage de ce qu'est une alimentation, saine et équilibrée. Le deuxième point, c'était vraiment comprendre ce qu'on appelle les calories vides. Par exemple, si on mange, du chocolat, ça va vite de manger 2, 3, 4 carreaux de chocolat et de se rendre compte qu'on a ingurgité rapidement 200 calories, mais qu'on a toujours aussi faim juste après. Alors que finalement, si on mange quelque chose qui est très riche en fibres, des lentilles, des carottes, finalement, avec très peu de calories ingurgitées, on va très rapidement avoir un sentiment de satiété. Mais par contre, ça nous aura apporté beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, des glucides, et surtout, on aura un sentiment de satiété complètement satisfait juste après. Donc voilà, ça a été mon approche pour la partie nutrition. Maintenant, le deuxième levier sur lequel j'ai agi, c'est le renforcement musculaire. Alors déjà, le renforcement musculaire, c'est quoi? Ce que j'appelle moi renforcement musculaire, c'est le renforcement spécifique et ciblé de certains groupes musculaires qui sont essentiels à la réalisation efficace du geste sportif et finalement qui ne sont pas très développés de par nos entraînements. Concrètement, il va souvent s'agir de renforcer les chaînes musculaires abdominales, lombaires et leurs insertions avec l'ensemble des membres, des bras et des jambes, afin de renforcer l'architecture de notre corps pour simplement permettre une meilleure transmission des forces d'un point de vue biomécanique. Alors concrètement en cyclisme, on a beau avoir des quadriceps ultra puissants, si les fléchisseurs de hanches, si les fessiers et les abdominaux sont mous, ça revient à avoir une Ferrari avec un moteur de choc, mais une transmission en caoutchouc et donc une énergie perdue dans la transmission des forces. Concrètement sur le vélo, ça va avoir deux répercussions. D'une part, quand on va écraser les pédales, on va avoir le corps qui va bouger dans tous les sens et on va perdre beaucoup d'énergie et d'efficacité sur tout le cycle de pédalage. Bref, dans mon cas, ça faisait un an que j'avais arrêté de faire du renforcement musculaire. J'ai décidé au mois d'août de m'y remettre pour optimiser cette efficacité biomécanique, cette efficacité de pédalage. Et le troisième levier sur lequel j'ai décidé d'agir, c'est le développement de la mobilité articulaire, notamment au niveau des muscles qui entourent les hanches, donc les fléchisseurs de hanches, les fessiers, les ischios et également les rotateurs de hanches. Alors quand on parle de mobilité articulaire, de quoi s'agit-il? La mobilité, c'est la combinaison d'une amplitude articulaire ample et de la capacité à générer de la force et de la puissance sur l'ensemble de cette plage articulaire. Et donc, pour combiner ces deux piliers, le renforcement musculaire et la mobilité articulaire, moi, j'ai mis en place des routines de yoga de type dynamique et sportif, qui mélangent des postures d'étirement, des postures de torsion des chaînes musculaires et des exercices de type gainage, renforcement musculaire. Et ça à raison de 20-25 minutes par séance, répétées entre 3 et 4 fois par semaine. Donc clairement, c'est pas un gros investissement en temps. Donc là, concrètement, en à peine 10 jours, j'ai ressenti un gain énorme, à la fois en termes de mobilité et d'amplitude articulaire, au niveau des fléchisseurs et des rotateurs de hanches, mais aussi j'ai retrouvé une tonicité, une stabilité musculaire au niveau abdominal, au niveau lombaire, et au niveau des membres inférieurs. À vélo, ça s'est traduit par une meilleure aisance et une meilleure fluidité de pédalage, notamment quand j'étais en position aéro. Et tout simplement, je me suis rapidement senti plus fort dans mon corps et vraiment plus endurant. Mais tout ça, ça repose que sur de ressentis et on va voir dans la prochaine partie ce que ça a donné de manière chiffrée. Let's go! Dans cette partie, on va accueillir Marlène Petit, micronutritionniste et naturopathe, qui m'accompagne et me supervise, dans le cadre de mon projet sportif et notamment, du régime alimentaire que je mets en place et elle me permet d'avoir un suivi, longitudinal, de l'évolution de ma composition corporelle grâce à une méthode d'impédance métrique. Donc Marlène, merci de ce retour sur la chaîne. Je te laisse la parole, c'est à toi. L'impédance-métrie multifréquence, ça permet d'analyser la composition corporelle, donc c'est-à-dire d'avoir des informations précises sur la masse grasse, la masse maigre, l'état d'hydratation et d'avoir une idée précise aussi de l'équilibre électrolytique du corps. Alors toutes ces données, elles sont particulièrement intéressantes, notamment chez le sportif, pour suivre ses progrès et ajuster, si besoin, sa stratégie alimentaire et d'hydratation en fonction
des résultats de sa composition corporelle. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'évolution du poids d'Olivier. Si je reprends la course, c'est tout l'historique des mesures qui a été faite depuis 1 voire 2 ans. Donc si on se concentre sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire entre début et fin août, là où il a mis en place son régime alimentaire. Début août, on était à 72,8 kilos et fin août, on est à 70,7 kilos. Donc il y a une perte de 2,1 kg. Et si on regarde, en fait, courant septembre, il a continué à perdre du poids aussi. Maintenant, on va regarder ce qui se passe concernant sa composition corporelle. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les résultats qu'on obtient après avoir fait la mesure avec l'impédance mètre. On va s'intéresser à la cible qui est sur la droite, comme vous voyez ici, et qui représente les différents compartiments corporels que l'on va mesurer avec l'impédance mètre. On va retrouver la masse musculaire, la masse grasse, l'hydratation et l'équilibre hydrique. Le but du jeu, c'est d'être au milieu et plus on s'éloigne, plus on va vers le rouge, plus c'est un point qu'il faudra surveiller, voire même traiter. Concernant Olivier, on est dans le vert ou on est dans le blanc, donc parfait. Après avoir regardé la cible, qui est une mesure prise à un instant T, donc faite le 30 août, on va regarder l'évolution. Donc, on va s'intéresser à la masse grasse ici et on voit que entre le début août et fin août, il y a une diminution de la masse grasse suite à la mise en place de son régime alimentaire. Ici, dans les fenêtres en violet, vous avez des informations concernant la masse musculaire. Alors, sans trop s'attarder sur la différence entre masse musculaire squelettique et appendiculaire, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a eu une légère augmentation de la masse musculaire et ça, c'est plutôt un point positif parce que ce qu'on cherche à éviter quand on essaye de perdre du poids, c'est, effectivement de ne pas perdre de muscle et là, ça a été, très bien mené puisqu'il y a eu même eu une augmentation de masse musculaire. Donc on a perdu du gras et on a pris du muscle, donc c'est super. Merci Marlène pour ton analyse, pour ton suivi et surtout pour les explications claires que tu as pu donner, où on voit que finalement, donc le régime que j'ai mis en place couplé au travail de renforcement musculaire m'ont permis à la fois de perdre en poids, de gagner en masse musculaire, donc au final de mettre toutes les chances de mon côté pour optimiser le rapport poids-puissance pour mes courses et mes entraînements. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en chiffres. Let's go! Dans cette troisième partie, on va voir comment cette optimisation du rapport poids-puissance m'a permis d'obtenir des meilleurs résultats à l'entraînement sur le vélo et comment j'ai concrétisé ça en course, en triathlon. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'évolution de ma charge d'entraînement sur l'année. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir du mois de janvier, j'ai commencé à augmenter ma charge d'entraînement progressivement jusqu'à arriver à 25 heures d'entraînement dans le mois de juin. Et à partir du mois de juillet, j'ai divisé par deux ma charge d'entraînement avec un total de l'ordre de 12h30 par mois. Donc maintenant, comment tout ça, ça s'est traduit en termes de performance? Je vous amène avec moi directement sur mon compte Strava. Donc je vais commencer par vous montrer l'évolution de mes performances sur un parcours que je réalise régulièrement. On a ici une côte de l'ordre de 8 km avec une pente de 3 donc pour 257 mètres de dénivelé, sur lequel on peut évaluer l'évolution de mes progrès tout au long de l'année. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et donc ce qu'on voit, c'est que mes meilleures performances datent de septembre, de août, puis d'octobre 2024 et qu'ensuite on a des résultats qui sont plus anciens avec des performances de juin, du début août, début mai, et plus tôt dans la saison. Maintenant, si on regarde ce que ça donne dans les chiffres précisément, donc mon record cette année, il est de l'ordre de 18 minutes 7. Ensuite, c'est 18 minutes 20. Et ce que j'ai réalisé au mois de juin pour une fréquence cardiaque moyenne de l'ordre de 152, donc qui est directement comparable avec ces données-là, j'obtenais des chronos de l'ordre de 20 minutes. Donc il y a 1 minute 30, 1 minute 40 de gagné pour une même fréquence cardiaque moyenne. Donc ça correspond à un gain de l'ordre de 7,5%. Et donc c'est quelque chose qu'on peut en partie attribuer à l'amélioration de mon rapport poids-puissance. Donc ça, c'est pour ce qui est du vélo de route. Donc maintenant, je vous amène avec moi sur un parcours VTT que je réalise souvent. Donc là, on a une montée de 2,5 km avec une pente de 6 ce qui représente à peu près 160 mètres de dénivelé. Et donc si on regarde l'évolution de mes chronos cette année, sur ce segment, on voit aussi que mes meilleurs temps datent de fin août et que, finalement, plus, on recule dans la saison, plus j'ai des chronos qui baissent. Et donc de la même façon que ce qu'on a fait précédemment, si on regarde pour des, fréquences cardiaques moyennes équivalentes, c'est-à-dire là, si on compare, au 19 juin, j'avais une fréquence moyenne de l'ordre de 159 BPM, comparé, au 26 août où j'ai une pulsation moyenne de 160 BPM, j'ai un gain de l'ordre de 53 secondes, ce qui représente donc sur 10 minutes presque 10. On peut encore attribuer au moins en partie à l'amélioration du rapport poids-puissance. Donc pour résumer, sur la période de juillet-août, j'ai divisé par 2 ma charge d'entraînement. J'ai mis en place un programme alimentaire et un programme de renforcement musculaire et de développement de la mobilité articulaire et tout ça, ça m'a permis une augmentation de mes performances à l'entraînement et tout ça, ça s'est également traduit en compétition
Avec fin août, une course dont je finis premier vétéran, 4e au total, avec le troisième temps vélo, ça m'était jamais arrivé. La semaine juste après, le 1er septembre, c'était le championnat de France de cross triathlon et là, je finis premier master, également avec un excellent temps vélo. Après sur cette course, il y avait aussi des coureurs élites, donc forcément, là, je joue clairement pas encore dans la même cour, mais c'est quelque chose qui commence à me titiller, et que je vais aller essayer de chercher l'année prochaine. Clairement, essayer d'avoir une approche globale de l'entraînement et de la performance m'a permis en seulement quelques semaines, finalement, d'optimiser l'impact de mes entraînements sur mes performances et de devenir beaucoup, beaucoup plus compétitif et ça, alors que j'ai vraiment allégé, mon volume d'entraînement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner, tout ça, tout ça. Bisous, ciao les athlètes, à la prochaine.